Salut tout le monde, bienvenue à cette troisième vidéo sur le jeu Mr. President qui sera publié par GMT Games. Dans ce vidéo, on poursuit la mise en place et le début de notre game et vos enseignements. Bref, on part. Alors, où suis-je? esti? À normal, on commence dans un mode là, qui appelle le Split Party Control. Là. Je ne suis pas le plus grand expert de la politique américaine, là, mais on dirait qu'ils ont toujours un fuck là, que le parti qui est au pouvoir n'est pas celui qui contrôle la Chambre. Là. Non, les démocrates sont au pouvoir, les républicains contrôlent la Chambre, là, puis ça assure, certains diront, un certain équilibre et d'autres, un certain immobilisme. Mais bref, on commence dans ce mode-là quand on joue à normal. Fait que, il y a ce token, je le dis parce qu'il y a ce token-là qui dit Your party controls les deux houses et le party de l'adversaire contrôle les deux houses. Mais là, je sais pas trop, il y a la Chambre des représentants puis la Chambre de je sais pas trop quoi. Bref, c'est splitté en ce moment. Et le fait que ce soit splitté comme ça, et ça c'est fucké, et je l'aurais pas fait de même, mais c'est pas la première affaire que j'aurais pas fait de même, fait en sorte que vous commencez la game avec 5 Legacy Points, même si on est à normal. Moi, j'aurais vraiment fait en sorte qu'à normal, on commence à 0. Mais le Gene considère ça un assez gros handicap, même à normal, pour vous donner comme un bonus de 5 Legacy Points en partant. Tant mieux pour vous autres. Ensuite, nous allons voir qu'est-ce que le peuple affamé réclame. Alors, il y a 16 priorités du public. Nous allons en tirer 5 aléatoirement. On va les placer en ordre ici de 1 à 5. Quelles sont les priorités du peuple? Alors, nous avons en toute première priorité, croyez-le ou non, la sécurité nationale, Carlis. Il faut croire que ça va pas bien. En deuxième priorité, la réforme du welfare, là, une réforme sociale, là, si on veut. Là. Euh, ensuite, en troisième, expanded military. Si bol, on est, le public est assez belliqueux. En quatrième, la réforme du système d'éducation. Et en dernier lieu, la réforme de l'immigration. Alors ça, on n'y peut rien, c'est tiré au hasard puis c'est mis comme ça. Maintenant, vous avez les 16 mêmes priorités, mais pour votre administration. Là, la twist, c'est que, un peu comme l'histoire du vice-président, vous startez avec une promesse de campagne qui est totalement aléatoire. Là, ça, c'est quelque chose là, que, pris dans l'enthousiasme d'un discours un moment donné, vous avez dit, Chris, nous allons faire ça, puis là, vous êtes pris avec ça. Là. Et peut-être que ça ne matche pas pantoute les priorités du public, mais n'empêche, c'est votre promesse de campagne, puis le jeu s'attend à ce que vous livriez la marchandise euh, au cours de votre mandat. Fait que ça, on la tire complètement aléatoire, la voici. Ah, au moins, j'allais dire, c'est le fun quand ça match euh, une priorité du public. C'est le cas. C'est la réforme du système d'éducation, puis ça match la quatrième priorité du public. J'aurais pogné complètement autre chose qui n'est pas du tout dans les 5 patentes. Là. J'avais 5 chances sur 16 essentiellement d'en pogner une pareille. Les trois autres, les priorités de mon administration, ça, je peux les choisir. Puis comme ils disent, puis on se cassera pas le bessic, un fou dans une poche, comme on dit en bon québécois, je vais aller chercher oups, les mêmes affaires que le peuple a réclamé. Là. Fait que, on disait donc Homeland Security en premier. Homeland Security, il y avait Expanded Military, puis il y avait Welfare Reform. Fait que voilà, là, j'ai juste fait une petite manipulation de tabletop pour aller choisir ces trois-là. Là. Puis je vais venir les mettre là, dans le même ordre que le public. Là, je suis un bon président, je suis à l'écoute du peuple. Alors voici. Fait qu'on va voir, là, mais tu sais, ça, en passant, ces 16 patentes-là fit parfaitement, ou presque, là, le nom change un petit peu, là, mais fit avec les 16 lois qu'on peut passer lors de notre mandat. Fait que, tu sais, on va essayer de passer à la fois des priorités du peuple, qui sont aussi des priorités de notre administration. Ceci dit, le peuple n'est pas statique dans 4 ans, là. Le peuple, à un moment donné, là, risque d'être yo-yo un petit peu. Là, puis là, à un moment donné, il y a des nouvelles priorités qui vont arriver suite à des événements. Fait qu'il faut être agile un petit peu par rapport à ça, là, mais c'est notre setup de départ. Ensuite, je vais piger là, deux amis
et deux adversaires euh, au Congrès, là, je pense. En tout cas, là, c'est ces deux personnes avec qui j'ai des affinités et qui m'aiment beaucoup et qui vont travailler avec moi au Congrès. Et deux personnes qui, pour une raison X, que je n'arrive pas à m'expliquer, même pas la face, et vont essayer de me mettre des bâtons dans les roues au Congrès. Fait qu'à normal, on en pige deux de chaque, deux amis, puis deux ennemis. Puis ces gens-là, bon, ils ont un rating de médias puis un autre rating là, on y reviendra. Là, c'est plus encore là quand on va essayer de passer des lois. Là, ils vont nous aider puis tout le kit. Là. Mais pour l'instant, là, pour rester au niveau du setup, là, je pige deux amis et deux ennemis. Alors voici mon premier ami. Il s'agit de Madame Juliette James. Et la twist anormale, et à difficile aussi, c'est que vous voyez Juliette James, ils sont double-sided, ces marqueurs-là. Juliette James a un petit côté, comme on dit avec les mini-wheats, là, un petit côté givré. Il y a un petit côté santé, là. Elle est modérée d'un côté et elle est radicale de l'autre. À normal et à difficile, les gens qu'on pige, que ce soit des amis ou des ennemis, on va toujours les crisser de leur côté radical, qui est typiquement mauvais, là, parce que c'est du monde un peu borné, boqué, qui veulent rien entendre, là, qui sont pas très conciliants, là, fait qu'ils vont nous faire chier un petit peu quand vient le temps de faire passer des lois. Là. Fait que j'ai pigé Juliette James, elle a un côté radical, je viens la mettre à ce moment-là de son côté radical ici. Elle a par contre un bon rating, le 3 c'est le maximum, en haut à droite, fait que ça va m'aider éventuellement. Mon deuxième ami, Tom Isao, qui lui aussi a un côté modéré et un côté radical. Ça va brasser. Alors voilà mes deux amis. En passant, la limite d'amis que vous pouvez avoir ici, là, c'est drivé par les relations avec votre parti. Les relations avec mon parti sont présentement à 6, alors j'ai le droit à 4 amis maximum, tel qu'indiqué ici. Alors, c'est pas un problème, au début on en pige 2. Maintenant, voici mes deux adversaires. Alors, nous avons Samuel Black. Oh, ça c'est bon. C'est un modéré. On peut encore sauver les meubles. C'est un modéré avec des ratings relativement poches. Là. Par contre, il y a un rating de média 2, mais Tom Isao en a un aussi. Bref. Deuxième adversaire, Alan Coleman. Oh, qui lui aussi est modéré. My God. Alors, j'ai deux amis radicaux puis deux ennemis modérés. Anyway. Bon, une fois que ça s'est fait, au niveau du setup, on va regarder, c'est pour ça que je disais qu'on peut sauver les meubles. Amis et ennemis confondus, là, quel est combien qu'on a de modérés puis combien qu'on a de radicaux? Alors, il y a trois scénarios possibles. On peut avoir plus de modérés que de radicaux. On peut avoir le même nombre, ce qui est notre cas. Puis on peut avoir plus de radicaux que de modérés. Alors, dans mon cas, c'est égal. Deux radicaux, deux modérés. Comme je dis, on se fout à ce moment-là du truc. Puis bon, essentiellement, si vous avez plus de radicaux que de modérés, vous commencez la coopération bipartisane ici. Si vous avez le même nombre, vous commencez ici. Et si jamais j'avais eu plus de modérés que de radicaux, j'aurais commencé ici. C'est un big deal, cette track-là, on va y revenir abondamment quand on va parler des lois. Ceci dit, il ne faut pas oublier que moi-même, j'ai une influence modérée, on s'en rappelle. Fait que dès le début du tour, ça va switcher ici. En fait, si vous permettez, je vais le faire tout de suite avant de l'oublier. C'est au début du tour qu'on devrait faire ça, là, mais mon influence modérée puis mes relations avec le Congrès, là, je vais faire ça tout de suite. C'est fait. Reprenez-moi dans les commentaires si jamais je le refais. Je n'ai pas le droit. C'est fait, c'est fait. Ensuite, on va mettre le jeu quand même au niveau des guerres puis des batailles. Là, le jeu rentre dans un certain niveau de détail. Euh, Fait qu'on a des unités militaires, là, des forces spéciales, l'aviation, les Marines, des porte-avions, on a des unités lourdes et des unités légères au niveau de l'armée, là. Fait que bref, dans le Continental US, vous placez ces unités militaires-là, là, un, un advisor d'intelligence, des forces spéciales, une unité de force aérienne, marine, puis un carrier. Puis vous allez venir placer tout un tas d'unités militaires ici
à un endroit qui s'appelle le US Military Assets Holding Box. C'est comme des unités qui ne sont pas relâchées encore. Et pour les relâcher, il va falloir passer certaines lois ou faire certains grands projets de société pour libérer ces unités militaires-là. Tant qu'ils sont là, sont comme en pénitence, ne peuvent pas être utilisés, sont gelés là. Mais vous allez voir que, outre les unités qui commencent aux États-Unis, là, j'en ai un petit paquet aussi qui commence ailleurs. Comme on dit, là, les Américains ont un doigt dans toutes les tartes et ont des unités militaires de déployer dans à peu près toutes les régions du monde. Ensuite, vous avez en bas à gauche ce que le jeu appelle des tracks de conflit. Alors, vous en avez 10, pas moins de 10, et ça, c'est tous des conflits potentiels. Des conflits qui se préparent ou des conflits potentiels. Là, on ne le souhaite pas, là, mais l'Inde et la Chine, l'Inde et le Pakistan, la Russie contre NATO, la Russie contre l'Ukraine. Alors, celui-là, c'est hot parce qu'il était là, tu sais, ça n'a pas été. C'était là bien avant que la vraie guerre se déclare, puis là, finalement, c'est it's a thing. La Chine, le Japon, la Corée du Nord contre la Corée du Sud, l'Israël contre l'Iran, l'Israël contre ses voisins, euh, les États du Golfe et l'Arabie Saoudite contre l'Iran, et les États-Unis même contre l'Iran. Alors, chacune de ces tracts de conflit-là a deux pistes. Une première pour mesurer à quel point on est proche que la guerre se déclare. Alors, plus ce marqueur-là est haut, plus on est loin que ça se déclare, mais plus il est bas, plus on est proche que ça se déclare. Vous aurez remarqué que la cinquième case de chacune de ces affaires-là, là, des fois même la quatrième case, là, pour les conflits qui sont un petit peu plus rapides à popper, là, s'appelle la guerre. Fait que là, quand on arrive là, il y a toute une mécanique qui commence. La guerre part entre ces deux nations belligérantes-là, puis on fait le setup, là, puis après ça, on suit l'évolution de la guerre. Puis vous avez aussi la force relative des deux combattants. Fait que, puis ça j'ai rien choisi. Là. Il y a toutes les boîtes là, ont un endroit qui est écrit At Start, là, où est-ce que ces marqueurs-là vont dessus. Fait que, par exemple, l'Inde et la Chine, c'est très tranquille en ce moment, là, dans le sens où on est crissement loin d'une guerre. Par contre, dans le fond, la façon qu'il faut voir la deuxième colonne, si la guerre devait se déclarer maintenant, la Chine a un avantage. Over and above, le jeu va dire pour chaque track, OK, voici, parce qu'évidemment, tu sais, la Russie puis l'Ukraine, la Russie a un avantage naturel, mais en plus, on va venir ajuster cet avantage naturel-là par la force relative qui est ici. Fait que ces deux marqueurs-là vont bouger en cours de game suite à des événements ou toutes sortes de crap. Des fois, ça va nous rapprocher de la guerre. Des fois, le rapport de force entre deux de ces nations-là va évoluer à travers le temps. Mais bref, on va voir ça, comment que ça l'avance. Petite chose à dire, la deuxième, je pense qu'on est rendu à la deuxième condition de défaite automatique. C'est si jamais la guerre se déclare entre la Russie et l'OTAN, essentiellement, c'est une défaite automatique pour le joueur. Alors, cette track-là spécifiquement, il ne faut absolument pas qu'elle se rende ici, sinon c'est game over. On va aussi venir mettre les marqueurs de départ sur le programme nucléaire de l'Iran, qui commence ici, et le programme, ça, ils appellent ça plus le programme de missiles de la Corée du Nord, qui commence ici. Puis ces tracks-là aussi, ça va évoluer au fil de la game là, pour voir là, comment ces nations-là se rapprochent de mettre la patte là, sur du nucléaire ou sur des affaires là, qui risquent de faire chier euh, les États-Unis. Ici, nous avons les tracks de capability stratégiques. Fait que c'est toutes sortes de patentes. Fait que l'entraînement et la technologie des forces aériennes, des forces au sol, des forces navales, euh, notre niveau de compétence là, en guerre cybernétique, là, si on veut, la guerre dans l'espace, la défense stratégique par missile, puis notre capacité là, à aller chercher là, de l'intelligence, puis de la reconnaissance stratégique. Fait qu'il y a toujours trois marqueurs sur toutes ces tracks-là, les États-Unis, la Russie et la Chine. Puis encore là, il y a un setup de départ, voici comment ça start, basé sur en 2000, ça avait l'air à peu près de quoi. Encore là, le rapport de force. Fait que là, vous venez de faire connaissance avec nos amis les Russes et nos amis la Chine.
qui sont des joueurs importants dans ce jeu-là. Là, on est un petit peu en compétition avec eux autres. C'est un petit peu la chicane là, pour savoir qui va être le boss du monde, là. Puis ces tracks-là servent un petit peu à représenter ça, là. Bon, j'ai le temps de finir aussi avec le setup justement de la Russie et de la Chine. Donc, la Russie et la Chine sont des régions spéciales, si on veut, là, étant donné que c'est nos némésis dans le jeu. Donc, ils ont une traque d'économie, ce qui n'est pas le cas de toutes les régions mondiales. Alors, la Russie a son économie qui commence à 4, la Chine a son économie qui commence à 5. Ils ont une posture. Ça, j'avoue, il aurait pu être plus, faire preuve d'un petit peu plus d'imagination. La posture, c'est soit un ou deux. Mais moi, je peux vous traduire ça, là. Un, ils sont tranquilles, puis deux, ils commencent à s'énerver, là. Fait que la Russie commence à 2, la Chine commence à un. Dans les faits, ça veut dire que la Russie, potentiellement, peut agir 2 fois par année. Alors, quand votre posture est à 1, vous allez agir seulement une fois par année. Mais quand votre posture est à 2, ce qu'on fait, et on va le faire à l'instant, c'est qu'on vient prendre cette cheat-là ici, qui s'appelle la Russie passe à l'action, et on vient la mettre là dans la vraie vie, ils appellent ça la cheat cup, là, dans un autre tasse avec un paquet de crap et de cheat qu'on va piger à certains moments qu'on arrive dans le tour. La Russie va aussi se ramasser. Où est-ce? La Russie va se ramasser un marqueur de sanctions multilatérales. Donc, on ne sait pas c'est quoi. Ça, c'est un des marqueurs, comme je disais, là, qu'à l'envers, vous allez avoir une valeur de ça. Là, on ne sait pas c'est quoi. Pour l'instant, au niveau du setup, on met un marqueur de sanctions multilatérales sur la Russie, puis elle sera punie en temps et lieu. La Russie se ramasse aussi 2 marqueurs de tension. Encore là, on ne sait pas c'est quoi. Au verso, il y a une certaine valeur, on verra. Et la Chine se ramasse un marqueur de tension. Et en conclusion, ces 2 gentils pays-là ont aussi une traque de relations avec les États-Unis. Alors, dans le cas de la Russie, là, ça commence pas très bien. Là, on est en distrust, là, donc on ne se fait pas confiance. Ça commence à 2 ici. Et puis, dans le cas de la Chine, ça commence à 4. Alors, nous sommes des trading partners, croyez-le ou non. Ceci dit, dans les 2 cas, même avec la Chine, ça va avoir tendance à se dégrader avec le temps, ces relations-là, hélas. Pour finir pour vrai, beaucoup de tracks dans le jeu sont équipés là, de marqueurs comme ça, là. Fait que dans le cas des relations avec le US, là, vous avez un marqueur ici, là, pro-US puis anti-US. À quoi ça sert cette patente-là? C'est que ces tracks-là, ils évoluent lentement. Fait que par exemple, s'il n'y a pas de marqueur ici sur les relations avec le US, puis j'ai un événement ou une chenoute qui me demande de diminuer les relations avec les États-Unis, au lieu de prendre le marqueur puis de tout de suite le bouger ici, je vais venir mettre un marqueur anti-US pour dire que là, les relations ont tendance à se dégrader. Et si j'ai un effet qui me dit de le dégrader une autre fois, ben là, à ce moment-là, j'enlève le marqueur et je descends ça de 1. Autrement dit, ça prend 2 descentes ou 2 montées pour influencer la position du marqueur comme tel. Puis on utilise une patente comme ça, double-sided, s'il y a lieu pour se rappeler là, quelle est la tendance actuellement. Puis si je suis comme ça avec un anti-US, mais j'ai quelque chose qui me dit de l'augmenter, je ne l'augmente pas, je vais venir enlever le marker à la place. Et si j'ai quelque chose d'autre qui me dit de l'augmenter, je vais venir mettre un pro-US dessus. Et si j'ai quelque chose d'autre qui me dit de l'augmenter, ben là, finalement, je vais l'augmenter à 3. Fait que c'est des tracks là, qui bougent pas vite. Fait que n'ajustez pas votre appareil, c'est vrai, la Russie commence non seulement à 2, mais avec un truc anti-US dessus. La Chine commence à 4 et pas de marqueur spécifique dessus. Voilà, on avance. Si, lâchez pas. On poursuit encore le setup puis les explications au prochain vidéo. À plus.